présenter. Je suis Maura Michalon-Lafare, artiste lyrique, cantatrice et aussi professeure de chant et de diction. Alors, je vais commencer déjà dans ma petite enfance et peut-être avant la naissance. Parce que là, je suis née à la Martinique et il paraît que quand on est déjà dans le sein, dans le ventre de maman, on entend, on reçoit. Et j'ai reçu magnifiquement toute cette musique créole. Et puis, quelle chance, je suis née dans les Hauts de Fort-de-France, qui est la capitale de la Martinique, pendant le carnaval. Voilà. Bon, je suis très, très imprégnée de toute cette culture de musique créole, de chant. Et j'avais un père qui était très doué en musique, violoniste, et il a étudié plusieurs instruments. Et mon père, il composait aussi. Donc, un petit peu après que je sois bébé, il me réveillait des fois la nuit pour me dire, voilà, j'ai composé, écoute, écoute ce que j'ai entendu, ce que j'ai écrit. Voilà. Et plus tard, j'ai chanté ses compositions. Voilà. Il y avait aussi ma grand-mère, qui était dans le nord de la Martinique, au Marigot, et extraordinaire, elle chantait tout le temps. Et aussi, elle sifflait. Et elle avait beaucoup de poules, et elle appelait ses poules en chantant et en sifflant. Et les poules descendaient le morne du Marigot, c'était magnifique. Voilà, voilà. Donc, mon père jouait régulièrement de la musique à la maison. Dès qu'il quittait son travail, il se lavait les mains, il prenait un jus et il prenait son violon et il se mettait à jouer dans la cour. Et quelle chance! J'avais aussi des frères et tous les quatre, nous faisions nos devoirs en écoutant la musique de papa. Voilà. À l'âge de 5 ans, il m'a enseigné le violon. Et puis, vers l'âge de 10 ans, j'ai appris le piano. J'avais très envie d'apprendre le piano avec une professeure qui s'appelle Alice Eda-Pierre. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour le chant? Moi, j'ai toujours chanté. Mais alors, ce qui est assez incroyable, c'est que je chantais, il y avait d'autres qui chantaient, mais tout le monde se retournait quand c'était moi qui chantais. On venait vers moi, ah c'est beau, ah tu as une belle voix. Voilà. Et je crois que ça a décidé de mon destin de devenir chanteuse. Voilà, artiste, même lyrique. Voilà. Et puis, j'ai travaillé le chant avec une dame fantastique qui s'appelle Paulette Nardal, qui a aussi fait un énorme travail sur notre histoire de l'esclavage. Et un jour, Paulette Nardal m'écoute parce que déjà, je participais à des spectacles au théâtre de la ville de Fort-de-France. Elle était dans la salle et à la fin, elle vient me retrouver en coulisses et elle me dit, j'ai quelque chose à vous dire. C'est une grande dame très impressionnante. Si vous continuez à chanter comme ça, vous n'allez, vous allez abîmer votre voix, vous allez perdre votre voix, vous ne serez pas une vraie chanteuse. Ah, bon. Elle me dit, écoutez, je vous donne ma carte, j'enseigne le chant et si vous voulez, appelez-moi. Et je l'ai appelée et je suis allée à Fort-de-France, à la Ruche-les-Chères, prendre des cours avec elle. Et elle avait créé une chorale où elle nous faisait chanter du négro spirituel, de la chanson créole et aussi de la chanson classique. Et j'ai fait tout cela. Et puis très tôt, comme j'étais douée, ben, je chantais à la Martinique, je faisais des concerts dans les églises, je perfectionnais ma voix, je chantais avec le chœur. Et arrive un moment où la fille de Alice qui m'avait enseigné le piano, donc la nièce de Paulette, vient faire un concert à la Martinique. C'est Christiane Eda-Pierre, qui est une immense cantatrice. Et sa tante lui dit, tu voudrais pas écouter, j'ai une élève, Maura Michalon, et il me semble qu'elle a du talent. Et là, elle vient m'écouter, je lui chante, et elle me dit, mais tu as tout pour faire le métier. Est-ce que tu pourrais quitter la Martinique et aller à Paris pour étudier? Et voilà, je quitte la Martinique et j'arrive à Paris. Avant de parler de ma spécialité,
Il faut te dire que pour faire cette spécialité, ça veut dire artiste lyrique, cantatrice, on doit faire des études. Donc, arrivé à Paris, j'ai fait des études de musique à la Schola Cantorum et aussi les études de chant avec Christiane Yedapierre, qui vivait à Paris. J'ai aussi étudié le piano avec une magnifique magnifique professeur de piano qui s'appelait Nadia Tagrin, qui était originaire russe et qui avait créé une méthode. Et ma fille, Myrna, a aussi étudié le piano avec elle. Bon, lorsque l'on fait ces études, ça dure un certain temps. Pour arriver à avoir cette voix lyrique, il faut compter entre 3 et 5 ans d'études. Alors, quand on a fini ces études, on ne va pas tout de suite aller chercher où est-ce qu'on peut trouver du travail. Hein? Voilà, je suis un boulanger, j'ai fait mes études et je vois que tel boulanger. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Il faut passer des concours. Donc déjà pendant les études, pardon, on passe des concours sur le plan national. On est primé et on passe des concours de plus en plus difficiles. Jusqu'aux concours internationaux. Voilà. Et j'ai passé donc ce concours international des maîtres du chant français et j'ai remporté tous les prix. Ah ah! Il y a eu le prix d'art lyrique, le prix de l'oratorio, de la mélodie française, du lead. Faut-il que j'explique un peu? Art lyrique, on comprend, ça veut dire que tu es apte à chanter des rôles d'opéra. Oratorio, je ne sais pas si tout le monde est habitué. L'oratorio, ce sont des opéras religieux qui se donnent le plus souvent dans les églises, mais qui peuvent aussi se donner dans des théâtres. Un des compositeurs les plus extraordinaires, c'est Jean-Sébastien Bach. Il a écrit énormément d'oratorios et j'avais obtenu d'ailleurs le prix Bach aussi à ce concours. La mélodie, alors c'est quelque chose qui est très proche et qui sans doute me rapproche énormément d'Abad et de tout ce qu'il fait, c'est que la mélodie, ce sont des compositeurs qui écrivent sur des poèmes, uniquement sur des poèmes. Donc c'est la relation étroite entre poète et compositeur de musique classique. Alors, j'ai eu la mélodie, j'adore chanter la mélodie de compositeurs français, mais j'adore aussi chanter la mélodie de compositeurs allemands. Donc j'ai eu aussi le prix, ça s'appelle Lied. Alors, je vais parler d'un rôle qui vraiment a été très marquant. Il s'agit d'un opéra de compositeur qui s'appelle Gluck et c'est Orphée. Et j'ai eu, alors en plus de ce que j'ai pu faire sur scène, mais j'ai eu aussi la chance d'être invitée à un festival à la Martinique, d'ailleurs au cours duquel on rendait hommage à mon père, à la composition de mon père. Et pendant donc ce grand concert, on m'avait demandé d'interpréter quelque chose et j'ai chanté cet air d'Orphée qui commence par J'ai perdu mon Eurydice. Donc c'est toute l'histoire où Orphée a perdu Eurydice et il peut pas, il souffre trop que Eurydice n'est plus. Et donc on lui accorde d'aller et il fait sa descente aux enfers pour aller la trouver. Et j'ai dédié cela à ce qui s'était passé pendant cette terrible éruption de la montagne Pelée en 1902 et c'était le 8 mai. Donc nous pouvons vraiment nous relier aussi à ce qui s'était passé. Eh bien, la descente aux enfers, elle a été terrible parce que toute la ville de Saint-Pierre a été complètement éteinte. Ça veut dire tous les gens sont décédés, des cendres, des gaz et tout. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, une personne n'est pas décédée. C'était un prisonnier. Parce que dans la ville de Saint-Pierre, il y a énormément de rochers et les prisons étaient faites profondément et la masse de rochers l'a protégé. Il a eu la face brûlée et on arrive, on voit qu'il ne reste plus rien, plus rien. Même sur les bateaux, tous les gens sont morts. Et on entend toc, toc, toc. Et alors j'ai pensé à Orphée. Voilà. Eurydice, la descente aux enfers.
C'était au théâtre Odéon. Et là, on donnait une pièce de théâtre, bien sûr, hein, écrite par Arabal. Et c'était joué par des artistes de la Comédie Française. Et donc, j'étais engagée avec des musiciens pour illustrer cette pièce de théâtre par du chant et de la musique, accompagnée par les musiciens. Et un très très grand metteur en scène qui s'appelle Georges Lavelli, bon, il a décidé dans la mise en scène de me faire chanter accroché à un harnais. Donc déjà, il a fallu étudier. Alors c'était une ceinture qui était faite sur le modèle des ceintures de sauvetage en hélicoptère. Mais comme, voilà encore une chose pour le chant, nous devons utiliser nos côtes basses qui vont nous permettre d'inspirer pour que la voix se libère. Et donc, il faisait très attention de construire la ceinture, pas vraiment comme celle des sauvetages. Et ce qui se passait, c'est que je partais des cintres, c'est-à-dire du plus haut du théâtre Odéon, ils appuyaient sur un bouton et je descendais et ils m'arrêtaient environ à, je sais pas moi, 7 mètres, 6 mètres du sol. Et moi, j'étais accrochée et je devais chanter comme ça. Bon, j'ai réussi. Et le metteur en scène m'a dit, quand j'ai fait mes essais, il m'a dit, moi, je suis jamais montée là-haut, mais je trouve que vous le faites très bien, donc vous pouvez signer votre contrat. En tous les cas, je l'ai fait pendant 2 mois. Et c'était entre 1978 et 1980, voilà, sur 2 mois. Et même, j'avais pris une assurance. J'ai même fait un peu de publicité en disant artiste acrobate, mais je n'ai jamais été engagée une deuxième fois pour chanter accroché. Voilà, je pense que c'est un énorme défi. Alors, il faut dire aussi que ce que j'ai mis dans ma méthode, c'est que la voix, elle est corps. Ça veut dire qu'il faut vraiment trouver tous les supports corporels de la voix pour faire des choses comme ça, comme ce défi. Bon, les compétences techniques, ben, je les ai obtenues entre ces 3 et 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est déjà la voix, c'est un instrument qui est dans le corps, il est incarné. Donc, il faut que la voix, on dit souvent placer la voix. Donc, on passe les années dans des conservatoires avec son professeur particulier et c'est ça la technique. La technique, si tu veux que je la développe, je peux, mais c'est sortir la voix. Comment on va sortir de nous cet instrument? C'est un mystère, hein? Et la sortir sans micro. Ça veut dire que tout ce que vous avez comme potentiel, vous allez le faire aller loin dans une salle et sortir le maximum de votre volume, puisque vous allez chanter, par exemple, avec des orchestres qui sont au moins 100, 140 musiciens, dans des salles qui ont, ben, je sais pas, 500 000, 2000 spectateurs, pas de micro. Ah ah. Maintenant, je n'ai pas répondu totalement à ta question quand tu me disais ce que j'ai chanté, les rôles, etc. Effectivement, euh, nous avons donc des concerts. Moi, j'ai fait énormément de concerts, accompagnés par des ensembles instrumentaux. Ça peut être des ensembles, ça peut être avec un piano, ça peut être avec 5, 6 musiciens, 3 musiciens, et ça peut être aussi avec l'orchestre. Par exemple, je peux parler de l'orchestre symphonique de Radio France, parce que j'ai aussi passé le concours d'entrée à Radio France, où j'étais à la fois soliste et où j'intervenais aussi dans les chœurs de Radio France. Donc, je chante, je, j'ai adoré chanter les compositeurs comme Mozart, comme Haydn, Gluck, Bach, enfin, énormément de compositeurs, Monteverdi. Bon, je vais m'arrêter là, enfin, je pourrais, peut-être qu'un jour on aura le temps de parler de tous ces, et tout ce qu'ils ont écrit, aussi bien les opéras que les oratorios, que les mélodies. Parce que ces compositeurs, ils écrivaient tout ça. Alors, j'ai eu aussi un grand bonheur de chanter dans d'autres pays que la France, hein. En Allemagne, au Canada, j'ai aussi des souvenirs avec la Suisse.
Et puis j'ai fait beaucoup de récitals et de concerts dans la Caraïbe. Je suis allée par exemple au Venezuela avec un groupe d'ailleurs, un groupe martiniquais. Et puis Martinique, Guadeloupe, Guyane, beaucoup, beaucoup. Alors, je pense beaucoup à Gluck parce que j'ai énormément aimé l'Orphée de Gluck, ce qu'il avait écrit, l'Orphée de Gluck. Ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, je pourrais encore en dire beaucoup, beaucoup, mais c'est pas mal déjà. Alors, c'est même pas un rituel, c'est professionnel. C'est quelque chose qu'un professionnel doit faire. Très important, ne pas papoter à droite à gauche. Garder le calme, le silence. D'ailleurs, on nous aide beaucoup parce que dans ces théâtres, ces opéras, il y a des loges. Ça veut dire que nous avons notre studio, ce qu'on appelle une loge, où nous sommes seuls, où on va venir nous habiller, où on va venir taper à la porte pour nous dire c'est le moment d'aller sur scène. Donc déjà, nous avons cette possibilité d'être au calme, voilà. Et puis nous faisons notre préparation, ben, notre posture, voilà, comment nous allons nous tenir sur scène, les gestes que l'on va faire, et puis l'instrument. Ça veut dire nous faisons des vocalises. Ouh, etc. En fait. Nous faisons des vocalises. Et puis, nous répétons peut-être un petit peu certaines parties du rôle qu'on va jouer, de ce qu'on va chanter. Ça, c'est vraiment notre préparation. Et souvent, on entend, bah, lorsqu'on vient nous appeler, on nous dit c'est le moment d'aller sur scène. Eh bien, nous allons traverser des couloirs, des fois monter les escaliers, et nous faisons des ouh, enfin, on chauffe la voix, comme on dit, on chauffe beaucoup la voix, et nous rencontrons parfois aussi des musiciens qui jouent de leur instrument, qui font des gammes, et voilà ce que tu peux appeler un rituel. Alors, tu parles de la France alors, puisque moi je vis le plus souvent en France, puisque c'est différent suivant les pays. Ce que l'on peut remarquer au jour d'aujourd'hui, euh, c'est il il y a une sorte de fracture, si je peux dire, entre ce qu'est l'opéra, ce qu'est la musique rap, ce qu'est la musique, enfin toutes les musiques, le jazz, enfin voilà. Alors que lorsque je suis arrivée à Paris, il n'y avait pas cette fracture. On allait dans certains quartiers et on pouvait passer par exemple, ici, on pouvait aller écouter de la musique de jazz. Par exemple, si je prends le quartier de Montparnasse, mais on allait rue de la Gaîté et on avait là un concert de musique de variété, mais la variété française. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas tout analyser, n'est-ce pas? Il y a aussi l'évolution de la technologie. Je pense que l'évolution de la télé, par exemple, il y a des choix qui sont faits à la télé. Et je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'il y a très peu de musique classique qui passe sur les chaînes de télé au jour d'aujourd'hui. Et quand elle passe souvent très tard le soir. Alors on peut faire des replays, mais enfin bon, d'accord? Bon, ce que je crois surtout, c'est que il faut penser à l'école, à la famille et aussi beaucoup aux parents. Ça veut dire que un enfant, il peut dire ah maman j'ai envie ou même adolescent, oh j'ai envie d'étudier cette musique. Mais très souvent les parents sont inquiets. Ils vont pas systématiquement l'inscrire dans un conservatoire, dans une école de musique classique, n'est-ce pas? Et disons qu'il y a aussi cette idée qui perdure, qui fait que ça ne te fait pas gagner ta vie, là. C'est pas... Fais attention, hein. Concentre-toi sur ce que tu étudies à l'école. Je pense que tout ça, ça freine le fait d'aller vers cette musique classique. Ouais. Voilà un petit peu ma réponse. Ça. Moi, je parlais tout de suite d'une grande amie. Ça a été un choc, parce que nous ne sommes pas nombreux à chanter dans cette musique lyrique. Et j'avais passé le concours d'entrée à Radio France. Et là, je rentre et je trouve les artistes.
et je vois une Martiniquaise. Voilà. Et elle me dit effectivement que ses parents ont migré, ils sont venus à Paris très tôt. Et voilà qu'ils ont remarqué que leurs filles, ils avaient deux filles, adoraient la musique classique. Et ils ont inscrit, elle s'appelle Anne-Marie Litor, et ils lui ont permis de faire des études ça s'appelle à Radio France. Voilà. Et donc elle a fait ses études et elle est passée directement de cette classe d'études à Radio France et elle a fait sa carrière dans les chœurs. Elle n'a pas fait de carrière de soliste, elle a fait seulement les chœurs. Et alors je chantais assise à côté d'elle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ce métier, nous sommes par exemple engagés pour un spectacle. Nous allons rencontrer des artistes. Mais pendant ce travail, nous devenons une famille. Nous sommes des amis comme si on s'était toujours connus. Et donc, on ne se quitte jamais. On ne se revoit peut-être pas du tout, mais si jamais on se rencontre, on fait comme si on s'était vu la veille. Le plus important pour moi, c'est la transmission. Au point où j'en suis maintenant, hein, j'ai fait ma carrière, je continue beaucoup à transmettre aussi bien dans le domaine de la musique créole que celui de la musique classique et même des musiques du monde. Parce que mes élèves, ils peuvent étudier toutes ces musiques avec moi. Parce que le plus important, c'est d'abord de former l'instrument voix. Donc c'est principalement ce que je souhaite. D'ailleurs, j'ai créé une méthode. Pourquoi? Parce que lorsque je suis arrivée à Paris, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne chantaient pas spontanément. Alors qu'aux Antilles, il y avait très peu de gens qui ne chantaient pas. Et j'ai commencé à parler avec elles. Je dis, mais pourquoi vous ne chantez pas? Ils m'ont dit, ah ben, mes parents ne m'ont pas appris, ou je ne chantais pas quand j'étais petit, et puis je n'ai pas appris à l'école, etc. Et ces personnes, elles disent, eh ben, moi, je ne sais pas chanter, je n'ai pas de voix. Mais qu'est-ce que c'est que ça, j'ai pas de voix? J'ai jamais entendu un truc pareil. Et j'ai commencé à m'intéresser à elles, et chaque fois, je posais des questions. Et donc, j'ai eu une fois une intuition. Je me suis levée un petit matin, là, je ne dormais pas trop. Et j'ai dit, mais pourquoi tu n'écris pas quelque chose, une méthode? Et donc, j'ai commencé à noter ce que les gens me disaient. Et puis, je me suis dit, ben voilà, j'ai fait un sujet de recherche. J'ai essayé d'aller vers diverses institutions. Est-ce que vous ne pouvez pas soutenir ma méthode? Il n'y a eu aucune. On m'a dit, ah, mais c'est très intéressant ce que vous faites là. Mais alors, pourquoi vous n'allez pas en orthophonie? Ah ben j'ai dit non. Ces personnes n'ont pas la voix malade. Elles n'ont pas besoin de rééduquer leur voix, de la soigner. Non, c'est pas ça. Donc, comme ces personnes, quand elles vont, il y en a qui savent un peu chanter quand même, quand elles vont passer une audition dans une école de musique, dans un conservatoire, comme elles n'ont pas développé leur voix normalement de l'enfance à l'âge adulte, mais quand on les entend, on dit, bah, elle ne sait pas chanter. Vous savez, la voix est toute petite, la voix ne sort pas bien. Elle, elle dit, mais... Et alors mes collègues disaient, mais elle n'a pas de voix. Alors je dis encore une fois, c'est le mot qui sortait. Donc ces personnes-là ne peuvent pas faire des études au conservatoire parce qu'elles n'ont pas la matière première. Ça peut se passer aussi en sport, hein. En sport, vous voulez faire de la course, mais vous n'arrivez pas à courir. Ben, il faut déjà courir depuis petit pour dire je suis doué pour la course. Vous comprenez? Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ces personnes-là, alors j'ai fait une méthode pour elles. Et donc je reçois des personnes qui viennent et qui ne savent pas chanter. Aussi, la voix parlée, c'est pareil. Il y a des personnes qui n'osent pas prendre la parole en public, par exemple. Donc j'ai aussi fait un travail sur le placement de la voix parlée, ce qu'on appelle cours de diction. Si elles aspirent à faire une carrière lyrique, c'est qu'elles chantent, c'est qu'elles aiment chanter. Donc elles ont déjà cette voix naturelle. Elles l'ont utilisée. Donc elles peuvent effectivement développer cette voix pour aller vers une technique particulière, parce que le chant classique, le chant lyrique, c'est une technique qui a été inventée au XVIe siècle.
Nous avons chaque fois un style, on peut appeler ça, c'est un style. Le style jazz n'est pas la même chose que le style classique, que le style créole, que le style... Enfin, dans tous les pays du monde, vous avez des styles différents. Donc à ce moment-là, il est indispensable d'avoir un professeur. On ne peut pas le faire tout seul, c'est pas possible. Alors que dans la variété, on peut se lancer des fois seul. Hein, et puis aller après chanter, et puis après, bon, après chercher le professeur. Des fois, on fait le contraire en variété. Mais en classique, c'est pas possible. Et puis après, rentrer dans un conservatoire et faire les années d'études nécessaires et faire le chemin. Voilà. C'est important aussi, il ne s'agit pas de rêver, mais il s'agit de savoir, c'est un métier assez sélectif. Par exemple, quand vous êtes engagé pour un opéra, il n'y a pas 10 rôles, hein. Vous avez des rôles principaux, vous avez des rôles secondaires, donc faut aussi apprendre la musique, le solfège, un peu de piano aussi quand même pour arriver à former son oreille musicale. Enfin, voilà un peu des conseils à donner. Vieux moun qui ni bon l'âge et puis bon mais